Merci beaucoup, Kendra, merci à tous, merci aux participants, merci aux interprètes. Bonjour à tous, où que vous soyez, quelle que soit l'heure chez vous, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. La pandémie est toujours avec nous et en Inde, comme partout ailleurs, il y a beaucoup de difficultés liées aux impacts que cela a eu sur notre vie. Il y a des soucis pour les personnes qui doivent faire de longs trajets pour aller travailler, les femmes qui travaillent. But things didn't improve. Subsequent waves of disease and lockdown have meant that economic recovery has not been stable. Les problèmes liés au confinement et aux distanciations sociales ont créé de plus en plus de problèmes. Et cela a été particulièrement difficile pour les femmes actives à cause du problème d'accès à l'assainissement, aux structures sanitaires et à la protection sociale. Au fur et à mesure que la pandémie s'est développée, elle a amené de plus en plus d'impact sur les femmes particulièrement et sur les femmes travailleuses. Une étude menée en Inde a montré que 7% des hommes ont perdu leur emploi pendant la pandémie et ne l'ont pas retrouvé contre 46% des femmes. Donc clairement, les femmes souffrent bien plus. Il y a une étude d'impact à Delhi en 2020 et cela a montré que environ 60% des femmes qui ont répondu ont dû passer beaucoup plus de temps à garder leurs enfants pendant la pandémie. Et cela a eu une incidence négative sur leurs revenus. Cela a été particulièrement vrai pendant la période de confinement en 2020 et la deuxième vague en 2021. De plus en plus de femmes ont dû passer du temps chez elles pour s'occuper de leurs enfants. Avec la fermeture des centres de garde d'enfants, les enfants en ont souffert aussi. Cela a créé un manque d'environnement stimulant pour la croissance des enfants. La garde d'enfants holistique et la garde des jeunes enfants a aussi été gravement entravée à cause de la pandémie et de ces problèmes-là. Tout cela a créé de plus en plus de problèmes de santé chez les enfants. Nous sommes maintenant dans une crise de santé publique qui a mené à une crise économique. Et avec la fermeture de centres de garde d'enfants, cela a mené aussi à une crise de garde d'enfants. Il s'agit donc d'une triple crise qui touche toutes les générations de femmes et leurs enfants. Il nous faut donc investir dans des services de garde d'enfants de qualité pour aider les femmes actives, particulièrement celles qui travaillent dans le travail informel et dans les services de soins. Nous avons 3 panélistes qui se sont impliqués dans des recherches particulièrement sur l'impact de la COVID-19 sur la vie des femmes, leurs charges liées aux soins et à la garde d'enfants, etc. Tout d'abord, j'ai Kanika Dhingra avec moi. Elle travaille à iWage, qui est l'initiative de ce qui fonctionne pour faire avancer la place des femmes et des filles dans l'économie.
Cela défend des politiques de plaidoyer Economic empowerment. Kanika has pour défendre la place des femmes dans experience in l'économie. leading advocacy, communication, and research uptake strategies in international Elle met en organizations. place du développement international de communication au niveau international, ces sujets-là. Bienvenue, Kanika. La première question que je souhaite vous poser About a research that you have done concerne la on, recherche que vous avez effectuée in rural Orissa. Orissa is one of the states in the eastern part of India, and you have done sur a un des États de l'Est de l'Inde. What are the key findings? Can you share with us? Quels ont été les résultats de cette recherche? Merci beaucoup à tous, à toutes celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui concernant ce sujet très grave et très important. Pour vous donner une idée du contexte pour toutes celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, cela fait maintenant 1 an et demi, presque 2, nous nous sommes vraiment concentrés sur l'impact que toutes les travailleuses en Inde ont eu à cause du développement de la pandémie et la crise pandémique qui s'en est suivie, la crise économique qui s'en est suivie. Le confinement, les mesures sanitaires, etc., qui ont eu lieu à partir du mois de juin, ont eu beaucoup d'impact et notre recherche s'est concentrée sur ces impacts, surtout en Inde rurale. Nous nous sommes concentrés sur le côté crise sanitaire, mais aussi crise économique. En ce qui concerne le contexte de l'étude dont vous parlez, c'est une étude qui a été faite en partenariat avec PCA, sous la houlette du ministère du Développement en Inde. Et l'idée, c'était d'avoir un engagement avec le gouvernement pour pouvoir développer des politiques pour améliorer la situation dans cet État-là. Nous voulions vraiment comprendre ce qui se passait au niveau local. Et nous avons donc été en contact avec des collectifs de femmes. C'est une de mes collègues qui a mené cette étude. Elle s'est basée sur environ 433 femmes dans cet État. Nous leur avons posé plusieurs questions. La première concernait le bien-être. En ce qui concernait l'impact sanitaire et sur leur secteur de travail. On leur demandait vraiment comment leur vie quotidienne était impactée. On leur parlait des problèmes liés aux soins, etc., et à la santé. Il y a eu d'autres études aussi, mais de façon générale, on a démontré qu'il y avait eu un vrai impact sur leur bien-être. 83% des femmes ont dit qu'elles avaient été impactées. Et c'est lié aussi à leur nutrition. Les femmes et les filles sont en général les dernières à profiter d'un repas autour d'une table. On a montré à quel point l'alimentation était impactée, comment le développement des enfants était impacté aussi. Nous avons aussi eu des résultats concernant le fardeau de la garde d'enfants. Les femmes ont dit qu'elles passaient plus de 6 heures par jour à faire des travaux domestiques, en plus de leur travail. Elles ont aussi expliqué qu'il y avait eu une grande augmentation de leur travail à la maison. Et 59% des femmes ont expliqué que la majorité de leur travail non payé se concentrait sur la garde d'enfants. Il est important de souligner le fait que
il est difficile pour les femmes de garder leurs enfants et d'assurer que les besoins nécessaires à leur développement soient pris en charge parce qu'elles ont énormément d'autres choses à faire à côté. Elles ont dit qu'elles étaient extrêmement stressées. 66 d'entre elles ont expliqué qu'elles étaient vraiment stressées et qu'elles avaient du mal, à arriver à la fin du mois. Nous avons également une autre étude par notre organisation sur 2000 femmes qui ont toutes leurs propres entreprises, des petites entreprises ou moyennes entreprises, à travers plusieurs États de l'Inde, au centre et à l'est de l'Inde. Cette étude a été menée en 2020 et elle se concentrait sur l'impact sur ces femmes qui ont leurs propres entreprises. Et on a montré qu'une femme sur 3 avait dû fermer leur entreprise, au moins temporairement. Et le fardeau du travail non rémunéré avait énormément augmenté à côté de ça aussi. C'était le cas pour 40% des femmes. Nous avons donc travaillé sur des programmes au niveau locaux. Il faut absolument que nous puissions développer des programmes pour améliorer cette situation, surtout du point de vue de la garde d'enfants. Je vais m'arrêter là pour l'instant, merci. Merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant. Juste en 1 minute, si vous aviez quelques recommandations clés pour que nous puissions avancer en ce qui concerne surtout cette charge des soins domestiques. Oui, en ce qui concerne le contexte rural, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites concernant la garde d'enfants au niveau local. Particulièrement en créant des opportunités de travail pour des femmes qui peuvent tenir ce rôle de garde d'enfants. Nous avons différentes organisations sur le terrain qui essaient justement de développer des programmes comme ça, mais c'est plus à un niveau plus général que très local, très rural. Il faut mettre des centres en place, oui, c'est assez facile, c'est faisable, mais sans travailleurs et travailleuses certifiés, eh bien, on ne peut pas avancer. Donc, je pense que la première étape en milieu rural, c'est vraiment de trouver du personnel qualifié, de former ces personnes pour pouvoir remplir ces postes à pourvoir. Une des choses à laquelle il faut réfléchir, c'est comment faire en sorte que le secteur privé puisse avancer aussi dans ce domaine de la garde d'enfants. On parle beaucoup du secteur public, mais dans le secteur privé, nous avons aussi beaucoup de travailleurs de l'informel, beaucoup de travailleurs réfugiés, migrants. Et la garde d'enfants est aussi au centre de leurs préoccupations à eux aussi. Merci beaucoup, Kanega. Je vais maintenant passer à la deuxième intervenante. Il s'agit de Monica Banerjee. Elle travaille à l'ISTT, le Fonds d'Institut des études sociales. Elle travaille sur différents programmes et différentes recherches aussi. Récemment, vous avez fait partie d'une étude menée par l'ISST sur les centres de garde d'enfants mis en place par le CEWA. Et vous avez travaillé sur l'impact sur les femmes actives et leurs enfants sur le long terme. Pendant le confinement et les suites du confinement, qu'est-ce que l'étude a dit concernant les besoins de ces femmes en service de garde d'enfants? Je vous avais la parole. Votre micro était fermé. Désolée, merci beaucoup, Shalina. Je voulais aussi dire que
L'étude a été réalisée avec SHEA et donc nous avons collaboré pour la collecte de données notamment. L'objectif de l'étude, c'est qu'on voyait beaucoup d'études, on voyait beaucoup de propositions liées aux travailleurs de l'informel et on entendait beaucoup parler des enfants qui n'allaient pas à l'école. Mais on ne savait pas vraiment ce qu'il se passait pour les enfants de moins de 6 ans. On sait que les centres de garde d'enfants sont fermés depuis mars 2020. Certains maintenant ont rouvert, mais finalement, ils n'ont toujours pas le même nombre d'enfants. Alors, qu'est-ce que l'étude voulait faire? Eh bien, on voulait voir ce qu'il s'était passé pour ces enfants. On voulait trouver des articles de presse qui parlaient de l'importance de ce sujet. On sait que les enfants sont à la maison. On sait que cela représente un fardeau pour les mères. Et c'était un peu l'objectif qui était derrière cette étude. Bien sûr, pendant la pandémie, on ne pouvait pas vraiment mener d'études à large échelle. Mais donc, nous avons collaboré avec la coopérative de Sewa. La plupart du temps, les, euh, les femmes, principalement les travailleuses domestiques ou les travailleuses à domicile, pardon, eh bien, ça a été compliqué pour elles de pouvoir gérer tout cela. Environ un quart des familles envoyaient leurs enfants dans ces centres de garde d'enfants. Et donc, la question, c'était vraiment d'essayer de comprendre l'expérience des femmes qui ne pouvaient plus envoyer leurs enfants dans ces centres. Qu'est-ce qui se passait pour elles? Quel était leur quotidien? Environ 99% de ces revenus ont perdu leur première source de revenus. 69% des familles avaient perdu leurs deux plus grandes sources de revenus. Et il n'y avait donc plus de sources de revenus pendant le confinement, c'est sûr, mais même après le confinement jusqu'en mai, et on a fait l'étude en décembre, janvier, et on s'est rendu compte que la plupart des foyers n'avaient toujours pas de revenus. Et une des raisons principales derrière cela, c'est que les enfants n'étaient toujours pas à l'école. Les enfants entre 0 et 6 ans n'allaient toujours pas à l'école et donc les parents devaient s'en occuper et principalement les mères. Et puis, on est passé au travail des gardes d'enfants, principalement pour les enfants de moins de 6 ans, parce qu'il faut s'en occuper pour manger, pour les faire dormir, pour les faire aller aux toilettes, etc. Ces enfants demandent beaucoup d'attention. Et ce sont souvent les femmes qui prennent en charge ce travail. Il y avait aussi un stress et une tension chez les femmes parce qu'elles n'avaient pas accès à leur travail, elles ne pouvaient pas travailler. On a aussi découvert qu'il y avait d'autres facteurs de stress pour les familles. Et donc, l'idée, c'était de savoir quel était l'effet sur les mères et aussi sur les enfants. Et donc, voilà la situation que l'on voulait étudier. Ah, d'accord. Merci, Monica. Alors, pour clarifier, cela, c'était une étude qui a été menée en centre urbain en Inde. Donc voilà. Monica, dans cette étude, vous faites une recommandation très intéressante en se penchant sur l'offre de soins et de garde d'enfants au niveau communautaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là et comment est-ce que cela s'est organisé? Est-ce que ça a émergé à la suite de l'étude? Quelle est la recommandation vraiment que vous faites ici? Donc, si vous revenez à l'histoire de l'étude, on peut voir que, il y a différentes données ici. Les femmes font partie de la communauté, mais ce qu'on a découvert,
Ce n'était pas l'objectif de l'étude, mais ce qu'on a découvert, c'est que quand le confinement a commencé, euh, les centres ont été fermés. Mais de leur propre initiative, ils ont commencé à donner de la nourriture, à offrir du matériel d'apprentissage pour les petits-enfants, mais ils ont aussi mis en place une sorte de système de soutien pour les femmes, principalement pour les femmes mères de petits-enfants, en leur donnant des conseils, en les aidant, en les soutenant, etc. Mais l'idée ici, c'est qu'un centre de garde d'enfants ne vise pas seulement à alléger le fardeau des mères par rapport à la garde des enfants, mais son objectif est vraiment de rassembler les communautés, principalement dans une situation catastrophique comme celle-là. Et pour l'instant, on peut voir aussi que certaines organisations ont repris la gestion des plus petits centres et que tous ces centres font quand même quelque chose pour les familles et pour les enfants. Oui, voilà. Merci, merci Monica. Oui, c'est vraiment quelque chose de louable, le rôle que les centres ont joué dans le soutien des familles des travailleurs informels. Merci Monica, merci beaucoup. Alors, notre prochaine intervenante est Maîtra Mishra. Elle travaille dans les recherches et le travail de plaidoyer. Elle travaille avec une organisation qui se concentre sur les droits des enfants marginalisés, principalement pour ce qui est de la garde d'enfants. Elle travaille au niveau des politiques et du plaidoyer au niveau national aussi. Et cela fait plus de 20 ans qu'elle travaille dans le secteur du développement en Inde. Elle travaille avec les communautés d'enfants et de femmes défavorisées et elle a notamment pu faire du travail de fundraising pour ces organisations. Merci Soumitra d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Alors, avec vous, je voudrais revenir au cœur de ce pays, la capitale, Delhi, et de façon assez marrante, le, les théâtres, les cinémas, etc., ont rouvert, mais pas les centres de garde d'enfants. Et donc, j'aimerais vous poser la question, quel est le travail que vous faites avec ICDS? Donc, quelques mots sur ce centre qui est le service d'aide à l'enfant, finalement. C'est un des plus grands programmes pour les services pour le développement holistique de l'enfant. Et je sais que pendant les confinements, la première vague, la deuxième vague, vous vous concentrez sur les services et sur les services que les centres offrent. Vous faites un peu une vérification de ce qu'il se passe vraiment sur le terrain. Est-ce que vous pouvez partager avec nous certains de ces résultats? Ah, votre micro est éteint. Ah, désolé. Oui, vous avez raison. Très peu de temps après que le premier confinement a été annoncé l'année dernière, vers le mois d'avril, de nombreux centres ont fermé, mais les centres de services se sont lancés pour vérifier ce qu'il se passait en ligne et en personne pendant le confinement pour vérifier la situation des enfants de moins de 6 ans et de leur mère. La première partie de l'étude à laquelle je vais faire référence aujourd'hui a été menée entre mai et septembre 2020. Et il y a une autre étude qui est réalisée pour l'instant qui nous donne des comparaisons intéressantes. Ce que l'on a vu pendant la première étude, c'est qu'entre mai et septembre 2020, il y a eu des services de distribution de nourriture, mais qui étaient réduits.
et cela permettait de répondre aux besoins, aux besoins nutritionnels des enfants. Parfois, il n'y avait pas assez de nourriture où l'équilibre nutritionnel n'était pas bon, mais les enfants recevaient quand même quelque chose. Environ 12% en avril-mai, nous en sommes arrivés à 56% en septembre d'enfants dont l'équilibre nutritionnel était complètement perturbé. Et plus tard, ce service a atteint les 90%. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup travaillé, notamment avec le gouvernement, pour remettre ce service en fonctionnement, en meilleur fonctionnement. Mais ce dont on n'avait pas beaucoup parlé, c'était notamment l'éducation et l'enseignement. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en ligne, mais pour les enfants qui allaient déjà à l'école. Et ce sur quoi on ne se concentre vraiment pas du tout, c'est la perte d'occasion d'apprentissage pour les enfants de moins de 6 ans. L'accès à tout type de matériel éducatif en ligne est resté très faible au niveau de la ville, mais au niveau des campagnes aussi. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais quel est le problème le plus important et le plus invisible? Eh bien, c'est le problème de la garde des enfants, qui est principalement placé sur les femmes. Nous nous sommes donc penchés sur ce que cela voulait dire pour les femmes, mais ce que cela voulait dire aussi pour la question de protection des enfants. Et ce que l'on a pu voir sur le terrain, c'est que les enfants font face à beaucoup plus de cas d'abus et de risques en termes de protection. Donc ça, c'est un vrai problème qui est vraiment ressorti de l'étude. Ce que je dois aussi mentionner en termes d'impact sur les femmes, c'est l'étude sur les femmes. Nous nous sommes rendus compte que seulement 35% des femmes étaient conscientes, savaient que cette étude existait, mais elles n'avaient pas les documents nécessaires pour participer à cette étude. Mais même parmi ces 35% qui étaient éligibles, seuls 3% recevaient des soins de maternité. Et cela devrait être une véritable inquiétude pour nous, à savoir si les soins atteignent vraiment les personnes qui en ont besoin. Et je pense que la situation reste plus ou moins similaire aujourd'hui à Delhi, même si certains centres ont rouvert. Et il faut vraiment souligner que le fardeau de cette crise des soins a été principalement porté par les femmes et principalement par les travailleuses de l'informel. Et cependant, elles ont quand même essayé d'offrir des services à domicile. Et donc, je pense que lorsque l'on parle de la réouverture des centres, il faut aussi se poser la question de ce que cela implique pour la population. Soumitra, merci beaucoup. Avant de commencer et avant de rebondir sur ce que vous avez dit en termes de recommandations, je voulais simplement revenir rapidement sur le secteur de la construction parce que c'est un secteur qui emploie beaucoup de travailleurs et même avant la pandémie, c'était une véritable inquiétude pour les enfants. Donc, que se passe-t-il maintenant alors que le secteur reprend petit à petit? Alors, je voudrais simplement dire que ce n'est pas très positif. Plus de 60% des travailleurs de la construction revenaient dans le secteur du village, dans le contexte du village que vous étiez en train de décrire. Mais plus ou moins 18 mois plus tard, près de 50% des des travailleurs du domaine de la construction sont revenus sur les sites de construction.
Est-ce que ça change les choses? Eh bien non, parce que moins de la moitié des femmes reviennent au travail. Pourquoi? Eh bien parce que l'industrie de la construction est réticente à réemployer les femmes. Et il y a plusieurs raisons à cela. Je dirais que la responsabilité est une des raisons, mais le manque de services de garde d'enfants aussi. Et cela pousse les femmes loin de l'industrie. Je dirais que les grands projets avec un accès plus grand au capital pourraient montrer l'exemple en termes de soutien et d'engagement de femmes. Mais j'aimerais ici dire que plus le développeur est est grand, plus il repousse les femmes. Et ça, c'est vrai parce que ils ont aussi plus de capital pour investir dans les différentes machines et les différents mécanismes. Et donc, cela empêche les femmes de venir travailler aussi. Et donc, je pense qu'il en incombe aux plus petits du secteur de la construction. Alors, ce qu'il s'est passé au cours des 18 derniers mois aussi, c'est que le secteur a été fermé et cela a impliqué plus de risques pour les enfants aussi. Et ce qui est clair pour nous, c'est que les entreprises de construction ne respectent pas leur obligation de fournir des services de garde d'enfants. Et donc, notre attention doit vraiment se porter sur ces responsabilités. Nous voulons engager plus de travailleurs dans l'entreprise, dans l'industrie, et nous voulons continuer à offrir ces services aux familles, aux familles. Et il en incombe au gouvernement et aux organisations non gouvernementales d'offrir ces services, car ce n'est pas une responsabilité des foyers ou de l'industrie. Merci beaucoup. Merci Soumitra. Nous n'avons plus beaucoup de temps, mais je ne peux pas vous laisser partir sans vous demander de nous donner vos recommandations finales en termes de politique pour identifier des facteurs clés pour la reprise pour les femmes, les travailleuses de l'informel et leurs enfants. Eh bien, je pense que la recommandation la plus large, c'est que les décideurs politiques doivent reconnaître la valeur de la garde d'enfants dans le contexte de la COVID et de la reprise économique à la suite de la COVID. Il faut aussi remettre les femmes au centre de l'économie et reconnaître leur rôle important. Plus on en parle et plus il y aura de la sensibilisation. Donc, je voulais commencer par reconnaître cela. Mon deuxième commentaire rapide, ce serait qu'il y a assez de leaders pour qu'il y ait assez de services de garde d'enfants, que ce soit au niveau gouvernemental ou au niveau non gouvernemental. Et donc, je pense que ici, la recommandation, c'est que ces différents services prennent vraiment leurs responsabilités. Alors, l'ICTS est au plus proche des communautés locales et ils ont dû se réinventer pour offrir entre 6 à 8 heures d'heures de service de garde d'enfants. Et donc, je pense qu'une nouvelle allocation du budget envers ces centres serait une très bonne chose. Et ma dernière recommandation, c'est que nous devons reconnaître que les femmes dans les communautés sont les points de repère les plus importants pour ces enfants et sont aussi les responsables des soins apportés aux enfants. Et donc, nous devons soutenir les femmes en tant qu'entrepreneuses de crèches et de soins. Nous devons soutenir cela en tant que modèle commercial dans les communautés parce que ça va permettre d'aider les femmes à offrir des solutions de manière beaucoup plus globalisée que ce que les gouvernements, les industries ou les ONG pourraient faire. Merci beaucoup. Merci. Ce sont des informations très intéressantes. Nous en arrivons à la fin de ce panel. Merci à nos panélistes. Ça a été une discussion très riche. Nous allons maintenant passer à la prochaine séance et je vais passer la parole à ma collègue Rachel Moussier qui travaille ici chez WeGo avec moi. Elle a rejoint WeGo pour soutenir l'initiative de garde d'enfants
et pour travailler sur le manque de services de garde d'enfants. Elle veut développer, elle a travaillé dans la campagne des gardes d'enfants dans le réseau WIGO. Made this webinar possible. Merci Today, beaucoup, Shalini, d'avoir rendu delighted to be here with ce you. I want to also thank the speakers just webinaire now in this possible. first panel for such a rich discussion. Et j'aimerais beaucoup aussi remercier les premières intervenantes de ce premier panel. C'était extrêmement intéressant. Dans cette première session, nous avons eu l'honneur d'entendre parler 3 femmes travailleuses de l'économie informelle sur les défis auxquels elles ont fait face, ainsi que leur communauté pendant la pandémie, en ce qui concerne le fait de devoir garder leurs enfants et d'essayer de travailler dans cette période particulièrement difficile. C'est un défi qui est très courant pendant la pandémie, mais aussi de façon générale dans le travail de l'informel. C'est quelque chose que nous rencontrons souvent à travers WIGO. C'est un problème qui se pose depuis des dizaines d'années maintenant. Ce que la pandémie a fait, c'est exacerber cette inégalité entre les hommes et les femmes dans l'économie informelle à cause de leurs responsabilités liées à la garde d'enfants, mais aussi l'inégalité entre les travailleurs de l'économie formelle et informelle, puisque les personnes qui travaillent dans l'économie formelle ont certaines aides telles que des congés parentaux payés, certains types de soutien sur lesquels ont pu compter les travailleurs. Pour vous donner une idée générale, en 2020, pour élaborer de ce qu'on a entendu sur le contexte indien, nous avons terminé notre premier sondage mondial à WIGO dans 12 villes différentes en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique. Les femmes qui avaient des responsabilités de garde d'enfants ont travaillé 33% de moins que les autres femmes jusqu'en avril 2020. Et à cause de ces responsabilités-là, beaucoup d'entre elles n'étaient pas en capacité de quitter leur logement, même si elles avaient la possibilité de travailler, elles auraient pu l'avoir, et qu'elles faisaient partie des travailleurs essentiels. À cette période-là, ces femmes-là ne gagnaient que 50% de leurs revenus pré-Covid, comparé à 70% pour les hommes. De très nombreuses villes ont aussi expliqué qu'il y avait eu une grande augmentation du travail non rémunéré. L'impact de la pandémie de façon générale a été plus grave sur le revenu des femmes. Et les mesures qui ont duré bien longtemps après les mesures de confinement ont eu un impact extrêmement sévère et durable aussi. C'est ce dont on a parlé aussi en Inde avec le panel précédent. Pour en parler plus en détail, j'ai le plaisir de vous présenter Aline Souza. Elle est récupératrice de matériaux et elle est représentante du mouvement national des récupérateurs de matériaux recyclables au Brésil. Bienvenue Aline. La deuxième personne qui va nous rejoindre sera Annie Diou. Elle est la chef de la branche de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Et nous avons aussi Pavina Ben Padouchari, qui est travailleuse à domicile. Et elle fait partie de la coopérative du CEWA. Elle a 2 jeunes filles, une que nous avons eu la chance de voir à l'écran il y a quelques minutes. Donc, nous allons commencer par donner la parole à Aline au Brésil. Aline, pourriez-vous commencer par nous expliquer quelle est la situation à laquelle vous avez fait face au Brésil depuis le début de la pandémie? Vous avez la parole. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être ici avec vous
dans ce webinaire qui est extrêmement enrichissant. C'est c'est un webinaire sur un sujet très important pour nous, pour nos enfants, puisque nous nous battons pour avoir plus de droits en matière liée aussi à nos travaux. Je suis donc Aline Souza, je suis récupératrice de matériaux. J'ai 7 enfants, 6 fils et une fille. Je travaille dans ce domaine depuis mes 14 ans. Même quand j'étais à l'école, je commençais déjà à aider ma grand-mère. Je pense que c'était aussi une façon pour moi de protéger ma grand-mère que de l'aider dans son travail. La protéger de différentes difficultés, des abus réguliers. Et je suis donc la 3e génération de récupératrices de matériaux dans ma famille. Et je fais partie d'un des syndicats principaux des récupérateurs de matériaux au Brésil. C'est un collectif de 21 syndicats union en tout cas de travailleurs de l'informel récupérateur de matériaux. Nous avons donc un mouvement national de récupérateurs de matériaux. Je fais aussi partie du mouvement des récupérateurs de matériaux de notre région, plus précisément. Je fais donc aussi partie du mouvement au niveau national, comme je le disais. En ce moment, je fais partie d'un programme. Je vais à l'université, je suis des cours de droit. J'essaie de diviser mon temps entre mon travail de maman, de femme, de fille, de récupératrice de matériaux. J'ai de très nombreuses fonctions. J'aimerais vraiment remercier les organisateurs aujourd'hui. C'est vraiment très important pour nous, récupératrices de matériaux, d'écouter les panélistes d'aujourd'hui pour échanger les différentes informations. Il est très important de connaître le contexte international des femmes travailleuses, des femmes actives, particulièrement en ce qui concerne le travail de ces femmes liées à leurs enfants. Il y a environ 800 000 récupérateurs de matériaux au Brésil. C'est environ 68% des femmes dans le travail de l'informel. Et parmi ces femmes-là, 6 femmes sur 10 sont des femmes noires, sont des femmes pauvres. Et en 2018, il y a eu un article de loi passé au Brésil qui concernait justement la garde d'enfants. Mais la réalité est bien difficile. C'est difficile de pouvoir accéder aux crèches au Brésil. Dans un monde idéal, nous aurions priorité pour accéder aux crèches conformément à la loi. Donc, nous travaillons pour réduire cet impact négatif que nous avons subi de façon à pouvoir accéder à ces crèches. Avant la pandémie, c'était difficile et maintenant, après la pandémie, c'est encore plus difficile. Donc, il est devenu difficile justement de nous protéger des impacts de la pandémie liés avec d'autres réalités. Le fait que nous avons été obligés l'an dernier de rester à la maison, de nous isoler avec nos enfants sans pouvoir travailler. Du point de vue des récupérateurs de matériaux, nous avons toujours estimé que notre rôle devait être considéré comme
celui de travailleurs essentiels. Nous ne pouvons pas arrêter de travailler, nous ne pouvons pas arrêter de récupérer les déchets parce que sinon, ces déchets, ces matériaux que nous récupérons vont empirer, ils vont polluer notre nature, nos rivières. Les systèmes d'évacuation sanitaire seront excédentaires. Il y aura trop de déchets. Et pour nous, bien sûr, nous n'avons pas de revenus quand nous ne travaillons pas. Donc, nous sommes complètement à la merci des politiques d'aide qui, de toute façon, n'étaient pas suffisantes. Donc, nous avons dû nous faire avec le fait que nous avions été contraintes d'arrêter de travailler. Ça a été aussi difficile de suivre des cours également parce que tous les cours étaient en ligne. Donc, il a fallu pour nos enfants que nous passions au rôle de maître ou maîtresse d'école à la maison. Pour mes enfants, personnellement, 3 d'entre eux devaient aller à la crèche. Et comme moi, il y a des milliers de femmes au Brésil qui ont besoin de cette aide en matière de garde d'enfants et qui sont gravement impactées. Donc, c'est vraiment très important pour nous de montrer à quel point nous sommes attachés à cette crèche. Nous n'avons pas vraiment d'alternative. Une des alternatives que nous avons trouvées tout de même, c'est par exemple de demander à un membre de notre famille de nous aider. Et donc, nous avons demandé à des membres de notre famille de nous aider. C'était la seule solution parce que les crèches n'avaient pas rouvert. Il y a aussi une alternative pour ceux qui ont les moyens, qui est de payer quelqu'un pour garder leurs enfants. Mais c'est compliqué. Aline? Nous voulons nous assurer que tout le monde aura le temps de parler. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler très brièvement de votre travail avec une ONG à Brasilia, lié à ce que nous avions dit avant? Pourriez-vous rapidement nous parler de cela, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Une des alternatives était de faire un partenariat faire des partenariats avec des ONG liés au recyclage des matériaux, particulièrement les matériaux électroniques. Donc, nous avons mis en place un projet intitulé Dignité numérique, où l'organisation donnait aux familles de récupérateurs de matériaux des matériaux électroniques, de façon à ce qu'ils puissent continuer à suivre des cours en classe, des cours en ligne, pardon. Nous avons pu aider environ 1 millier de familles de façon à ce que leurs enfants puissent continuer à suivre les cours en ligne, leurs cours. Nous avons aussi demandé à pouvoir collecter de la nourriture pour ces familles. Merci beaucoup Aline et merci pour cette contribution. Nous passons maintenant aux autres oratrices, mais nous espérons revenir vers vous plus tard. Je vais maintenant parler en français rapidement, je préviens les interprètes. Vous allez bien? C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. J'aimerais que vous partagiez un petit peu avec nous votre expérience de vos membres pendant cette pandémie au Sénégal
et aussi juste quelques minutes sur les stratégies que vous avez entreprises pour adresser cette problématique aujourd'hui de la garde d'enfants et aussi en même temps le besoin de travailler dans des conditions de cette pandémie et de cette crise sanitaire. À vous, Annie. Merci. Merci, Rachel. Et bonjour à tous les camarades et à toutes les camarades. Donc, je suis Annie Diouf, je suis la responsable confédérale de la CNTS, Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, chargée du département de l'économie informelle. Ma spécificité, c'est que je suis vendeuse de rue. Je suis secrétaire générale du syndicat national des travailleurs de l'économie informelle, vendeurs de rue et de marché. L'expérience que nous avons vécue avec la pandémie de COVID-19, c'est une expérience très douloureuse, plus particulièrement à l'endroit des femmes vendeuses de rue et de marché. Vous savez, avec la pandémie, le gouvernement du Sénégal avait pris la décision de fermer tous les marchés, de nettoyer tous les alentours des marchés, de déguerpir tout ce qu'il y avait comme occupation pour les vendeurs de rue et pour les vendeurs de rue, sous prétexte que les marchés étaient les vecteurs qui facilitaient quand même la circulation du virus. Cela a beaucoup impacté ces travailleurs et travailleuses, car c'était une couche vulnérable de la société qui n'avait pas pu accéder à l'aide ou bien à l'aide alimentaire et l'aide que le gouvernement partageait pour soutenir les impactés de la pandémie. Alors, cela a aussi eu une répercussion négative au sein des familles de ces travailleurs, parce que les femmes qui sortaient le matin pour ne rentrer que le soir chez eux et amener de quoi manger avec leurs enfants n'avaient plus les moyens de subsister. Et ça a été une catastrophe. Mais avec les négociations que nous avons pu mener quand même, on a réussi à décrocher quelque chose de minime, mais ça n'a pas servi à grand-chose, vu le nombre de travailleurs informels au niveau du Sénégal et plus particulièrement dans la capitale Dakar. La pauvreté s'est accrue. Les femmes ont des difficultés pour faire vivre leurs enfants. Et cela nous a un peu inquiétés, car dans le processus de garde d'enfants qu'on avait initié depuis 2017, je crois, Vanessa, vous vous rappelez, vous êtes venu au Sénégal et vous nous avez lancé dans une campagne de la mise en place de garderies d'enfants au niveau des espaces de travail. Et avec la Confédération nationale du Sénégal, nous avons pris 1 an pour étudier, pour voir quelle stratégie adopter pour pouvoir quand même sensibiliser ces travailleurs de l'économie informelle qui sont dans les marchés et aussi sensibiliser les autorités locales pour qu'ils puissent nous aider dans la mise en place de ces garderies au niveau des marchés. Cela nous a pris 1 an d'études, 1 an de préparation. Et en 2018, nous avons mené des campagnes au niveau de la capitale. Je prends seulement l'exemple de Dakar. Au niveau de Dakar, nous avons mené des campagnes dans les 103 marchés qui se trouvent dans la capitale Dakar. Après cette campagne, nous avons constaté que les femmes avaient vraiment besoin de ces garderies d'enfants au niveau des marchés. Parce qu'entre l'année 2015 et 2018, il y a eu au Sénégal un phénomène de violation et de viol des enfants au niveau des domiciles. Et c'était des enfants de 0 à 5 ans qui étaient violés dans les maisons parce que leurs parents n'étaient pas là. Leurs parents étaient sortis pour aller travailler. Et on ne pouvait pas passer une journée sans qu'on nous dise qu'une fillette de 3 ans a été violée et a perdu la vie à cause de cela. Alors, nous avons pris cet alibi et nous avons mené cette campagne et toutes les femmes des marchés étaient avec nous dans ce processus-là. Mais vous savez, au Sénégal, il n'y a pas la culture de garderie ou bien de crèche d'enfants dans les entreprises. Il n'y a pas cette culture au Sénégal. Donc, en tant qu'informel, lorsque nous avons voulu porter ce projet-là, sous l'accompagnement de la CNTS, nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Parce que les autorités ne voulaient pas accorder vraiment du sérieux à ce que nous disions.
Et pour mettre en place une garderie, il fallait quand même ça ne demande pas beaucoup de moyens, mais ça demande quand même des moyens pour un travailleur du secteur de l'économie informelle. Parce qu'on ne peut pas amener les enfants dans les marchés et les laisser dans un coin sans qu'il y ait un encadrement adéquat, un encadrement propre et aussi une alimentation saine. Et tout ça, ça demandait des moyens, beaucoup de moyens. Et nous, au niveau de la CNTS, nous n'avions pas aussi beaucoup de moyens pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir exécuter tout le programme de sensibilisation que nous avions déjà fait. Mais néanmoins, nous avons réussi à mettre en place un projet pilote au niveau du centre commercial Félix Éboué, où presque la majorité des femmes et des femmes qui viennent dans ce marché sont des femmes qui habitent la banlieue. Et nous avons rencontré le maire pour faire un plaidoyer, pour lui demander de nous accorder l'autorisation d'occuper la terrasse du centre commercial pour y mettre quand même une garderie pour ces femmes-là qui viennent et pour qu'elles puissent sauver leurs enfants des prédateurs, des pédophiles qui sont en train de violer les enfants dans les maisons à l'insu de leurs parents. Monsieur le maire, le maire de la commune nous a accordé son autorisation pour nous dire que nous pouvions occuper cet espace. Et ça, on l'a expérimenté, c'était presque aux environs du mois de juillet 2019. Oui. Quand on a commencé à faire les installations, et à chercher aussi des moyens pour trouver, par exemple, celles qui vont s'occuper de ces enfants-là, pendant que leurs mamans sont en train de travailler, elles doivent être payées. Et il nous fallait aussi trouver elles doivent être payées. Pour la nourriture que nous voudrions pour ces enfants-là, aussi, il fallait qu'on fasse des stratégies. Les femmes ont accepté de se cotiser 1000 francs chacune par mois parce qu'elles n'ont pas beaucoup de moyens et cela ne suffisait pas. Alors, donc, on avait le projet de dire que peut-être pendant ces 6 mois de démarrage, on va essayer de mener une campagne de sensibilisation et de recherche de fonds pour quand même la mise en place, pour quand même la réalisation effective de ce projet pilote. Malheureusement... Annie, est-ce que oui, on n'a pas beaucoup de temps qui nous reste. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ce que vous demandez aujourd'hui dans ce contexte de Covid aujourd'hui? Quelles sont vos demandes précises? Dans ce contexte de Covid-19, ce que nous demandons, c'est que vraiment, on aurait aimé quand même pouvoir aider ces femmes-là qui sont revenues petit à petit dans leur lieu de travail, mais qui n'ont pas la possibilité de venir d'amener avec leurs enfants dans leur lieu de travail. Parce que jusqu'à présent, on interdit d'amener les enfants dans les lieux de travail parce que sous prétexte que la pandémie est là et il faut protéger les enfants. Mais protéger les enfants en les laissant à la maison a des risques et les amener aussi dans les marchés, c'est des risques. Alors, nous, ce que nous proposons, c'est qu'on essaie de voir à travers les bonnes pratiques qui sont réussies, soit en Inde, soit dans les autres parties du monde, qu'on essaie de voir à travers WeGo, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous accompagner au Sénégal pour que nous puissions réaliser ces projets qui sont vraiment des projets qui nous tiennent à cœur. Merci Annie. Et merci d'avoir partagé cette expérience, les succès et les défis. I'm going to switch back to English. Je vais repasser à l'anglais. L'intervenante a son micro éteint. Oh, désolée, j'avais coupé mon micro. Parveen, bienvenue et bienvenue à votre bébé aussi. C'est un plaisir de vous avoir tous les deux à l'écran. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre expérience? Merci. Je m'appelle Parveen. Bonjour à tout le monde.
Je vous parle depuis l'Inde. Pendant le confinement, à cause de la COVID, j'ai fait face à de nombreuses difficultés. On avait beaucoup de difficultés à la maison parce que nous n'avions pas d'argent. S'occuper de nos enfants était aussi un problème. Nous avons donc fait face à de nombreuses difficultés dans ce domaine-là aussi. Pendant la pandémie de COVID-19, nous n'avions pas de travail. Peu importe ce qu'on faisait avant la pandémie, eh bien, on ne pouvait pas continuer à travailler. Nos proches n'avaient pas de travail non plus. On était tous très, très inquiets. On a emprunté de l'argent aux autres, peu importe le peu d'argent qu'ils avaient, simplement pour nous nourrir. Et on était très inquiets. Les centres de garde d'enfants étaient fermés, les enfants étaient à la maison, ils faisaient n'importe quoi. Et c'est vrai que prendre soin d'eux et s'en occuper, ça nous prenait beaucoup, beaucoup de temps. Euh, nous avons eu donc beaucoup plus de travail à la maison qu'auparavant. Petit à petit, nous commençons à retrouver du travail. Les centres de garde d'enfants ont récemment rouvert et nous avons pu y renvoyer nos enfants. Pendant le confinement, nous n'avions aucune idée d'où on pouvait obtenir de l'argent et nourrir notre foyer. Et donc, nous avons eu beaucoup de travail à l'époque, mais aucun de ces emplois n'était un emploi rémunéré. Et Parveen, vous êtes membre d'une coopérative. Est-ce que vous pourriez peut-être parler du type de soutien que vous avez peut-être reçu de la part de la coopérative ou de toute autre mesure de soutien que vous avez peut-être reçu à ce moment-là? Oui, donc les centres de garde d'enfants avaient fermé, les enfants étaient à la maison, ils refusaient de manger, ils devenaient très vite irrités, c'était compliqué. À la maison, ils ont oublié tout ce qu'ils avaient appris dans les centres et les centres distribuaient de la nourriture, mais à la maison, les enfants refusaient de manger alors qu'ils mangeaient dans les centres. Je ne pouvais absolument pas travailler quand mes enfants étaient dans les centres. J'avais du temps pour travailler, mais donc toutes mes commandes se sont arrêtées puisque tout le monde était à la maison aussi. सब एक साथ में करना पड़ता है हैरान हैरान हो गए थे हम टेंशन Donc, ça a été un vrai problème pour nous. On était très inquiets de toute cette situation. J'ai fait face à beaucoup, beaucoup de stress par rapport à tout cela, principalement parce qu'on n'avait pas d'argent, qu'on a dû emprunter de l'argent, mais d'une manière ou d'une autre, on a quand même réussi à s'en sortir. Merci, Parvina, d'avoir partagé vos réflexions et votre expérience. On vous envoie toutes nos solidarités à vous, à Annie et à Aline pendant cette période difficile pour vous-même et pour les membres de vos organisations qui font face à des difficultés en termes de garde d'enfants en plein cœur de cette pandémie et qui font face à des difficultés pour trouver du travail et pour avoir assez de revenus. Je pense qu'en règle générale, on pourrait tirer quelques réflexions de ce que l'on a entendu de vous trois. C'est l'absence de mesures de soutien dans la plupart des cas.
ce qui renforce ce point selon lequel pour tellement de travailleuses de l'informel, il n'y avait pas de mesures de soutien qui permettraient de compenser leur perte de revenus et l'augmentation immédiate des responsabilités de soins et de garde d'enfants. Oui, oui, allez-y. J'aimerais dire quelque chose. Oui, allez-y. Alors, en fait, nous avons reçu du soutien de la part des centres de garde d'enfants. Nous avons reçu du savon, du gel hydroalcoolique, un peu de nourriture. Oui, ils nous donnaient de la nourriture. Donc oui, ils continuent aussi à nous donner un peu de savon, de gel et de nourriture, même maintenant qu'ils ont rouvert. Mais c'est beaucoup plus facile, c'est vrai, depuis que les centres ont rouvert et que nos enfants peuvent y retourner. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Parvina. Je pense que c'est très, très important aussi, comme Monica l'a fait lors de sa présentation, l'importance des services communautaires de garde d'enfants et du soutien au niveau communautaire. Cependant, il faut reconnaître le manque de mesures de soutien au niveau local, au niveau national, pardon, alors que les femmes faisaient face à beaucoup plus de responsabilités euh, chez elles. Alors, dans la suite de ce qui a été dit pendant le premier panel, cela souligne la nécessité de services de garde d'enfants au niveau gouvernemental et national dans la reprise économique qui suivra cette pandémie. C'est ce que nos trois travailleuses ici ont souligné, le lien entre la reconnaissance des récupératrices de matériaux, des vendeuses de rue, des travailleuses domestiques, en tant que de reconnaître leur rôle et de sécuriser leur endroit de travail, tout en reconnaissant leurs besoins immenses en termes de centres de garde d'enfants. Et cette reconnaissance est nécessaire pour sortir de ces pandémies. Et je pense que nous n'avons pas fait assez. Je pense que les progrès qui ont été faits ne sont pas suffisants pour les travailleuses de l'informel. Donc, je voulais à nouveau remercier Aline, Annie et Parvina pour leur gentillesse et pour le temps qu'elles ont accordé à notre discussion aujourd'hui. Nous vous en sommes très reconnaissantes. Je voulais aussi dire qu'il y avait une question à Aline dont la réponse a été donnée dans le chat. Alors, la question, c'était un peu la division du travail en termes de genre dans les récupérateurs de matériaux au Brésil. Et Sonia y a gentiment répondu dans le chat en disant que environ 60% des travailleurs sont des femmes, mais que seuls 20% des travailleurs sont membres de coopératives et que au sein de la plus large catégorie, la division du travail est de 68% d'hommes et 32% de femmes. Donc, à nouveau, merci beaucoup Aline, Annie et Parvina. Je vais rendre la parole à Shalini pour passer au troisième panel d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Rachel. Nous allons maintenant passer à notre dernier panel et nous avons vraiment hâte d'entendre les différents experts. Alors, ce panel est intitulé « Comment avancer vers l'avenir ». Je vais faire une rapide présentation des orateurs maintenant. Nous avons Amanda qui travaille pour la Banque centrale, donc bienvenue. Elle vient de lancer un nouveau rapport pour la Banque centrale, pour la Banque mondiale, pardon, et elle est aussi à la tête d'un nouveau programme mondial pour que les pays puissent étendre leurs services de garde d'enfants. Je vais également présenter les autres oratrices. Nous avons aussi avec nous Marieke Koning qui travaille pour la Confédération internationale des syndicats et elle travaille principalement sur l'économie informelle et sur les droits des travailleuses domestiques. Bienvenue, Marieke.
Et puis, nous avons Mirai Chatterjee. Mirai travaille pour l'Association des femmes indépendantes. Elle est responsable notamment des programmes de garde d'enfants et des droits de l'enfant. Elle travaille dans Sensi Coopérative et merci à toutes nos panélistes de faire partie de ce panel. Amanda, vous voulez commencer peut-être? Oui, merci Shalini. C'est un vrai plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je pense que les histoires, les récits que l'on entend aujourd'hui sont extrêmement personnels, mais ne sont pas uniques non plus. Ils se font l'écho d'autres récits partout dans le monde. Et s'il y a une chose positive qui peut ressortir de tout cela, je l'espère, c'est que ça met en avant les besoins de garde d'enfants, de services de garde d'enfants qui existaient longtemps avant le COVID, mais qui continuent d'exister. J'espère que l'on pourra utiliser ce moment pour enfin pour enfin agir. Je travaille pour la Banque mondiale et il y a 2 ans, nous avons commencé à rédiger un document qui voulait montrer comment les services de garde d'enfants sont positifs pour le développement des enfants, pour les droits des femmes et pour l'équilibre de la famille, parce que quand les femmes gagnent plus, eh bien, elles peuvent investir dans leur famille et en plus, c'est bon pour les économies en termes de productivité notamment. Et nous pensions que prendre cette approche plus globale était très important. Et je vous dirais honnêtement que quand nous avons commencé ce travail au sein de la Banque mondiale il y a 2 ans, certains d'entre vous nous avaient rejoints à ce moment-là pour nous donner une autre perspective, eh bien, ce n'était pas un argument évident il y a 2 ans avec nombre de mes collègues à la Banque mondiale. Ils étaient encore très académiques. Est-ce qu'on peut maximiser la participation des femmes et promouvoir le développement des enfants? Ce n'était pas vu comme une question très personnelle et familiale. Et la plupart des familles, en fait, n'ont pas le choix. Les familles doivent à la fois avoir un revenu et prendre soin de leurs enfants. Et donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a essayé de dépasser la question du comment et qu'on s'est simplement penché sur la question. Nous avons publié ce document en mars. Je pense qu'il y a le lien dans le chat. Mais ce que vous voyez dans ce document, c'est que au niveau mondial, nous avons découvert que près de 40% des enfants de moins de 6 ans avaient besoin de services de garde d'enfants, mais n'y avaient pas accès. Nous avons également remarqué que si nous étendions ces services au niveau mondial, nous pourrions créer 43 millions d'emplois au niveau global. Vous pourrez voir dans le document d'autres façons dont la manière avec laquelle les services de garde d'enfants peuvent aider les enfants, peuvent aider les femmes et les familles. Alors, nous avons pris beaucoup plus de temps pour rédiger ce document que prévu, mais nous avons quand même pu le publier pendant la pandémie de COVID-19, ce qui nous a permis d'avoir un plus grand public. Et ce que je pense, c'est que nous devrions tirer profit de ce moment pendant la reprise et la relance économique pour améliorer les choses. La plupart des pays, pour l'instant, sont en train de rédiger leurs projets de reprise et de relance économique et je les regarde dans la plupart des pays avec lesquels je travaille. Alors, la plupart se concentrent sur les petites entreprises et les moyennes entreprises avec des micro-prêts, par exemple, mais nous pourrions aussi mettre en place des programmes d'emploi, des financements pour les petites entreprises. Mais je pense que tout cela ne peut pas être fait sans une amélioration des services de garde d'enfants pour que les femmes puissent également reprendre leurs activités. Il y a aussi un problème de nutrition au niveau global et je pense que l'on pourrait utiliser les centres de garde d'enfants pour que les enfants aient accès à leurs besoins nutritionnels.
Il y a de nombreux programmes dans de nombreux pays qui sont mis en place pour aider les familles les plus vulnérables. Et il y a des manières dont nous pourrions utiliser ces financements pour également soulager les centres de garde d'enfants. Il y a également d'autres programmes comme des programmes d'infrastructure qui pourraient être utilisés pour soutenir les centres de garde d'enfants dans des contextes ruraux, mais aussi dans des contextes urbains. De cette manière, nous pourrions permettre aux femmes de travailler. Le défi est immense, les besoins sont immenses aussi. Nous en avons entendu parler aujourd'hui, les défis immenses auxquels les femmes et leurs familles font face. Mais pour l'instant, j'ai de l'espoir. Oui, je pense que nous devons saisir ce moment au niveau mondial pour faire entendre les voix de ces femmes, pour montrer l'exemple aussi. Je pense qu'il est important de montrer quelles sont les données qui soulignent ces besoins, ces opportunités et l'impact. Ici, nous allons lancer un nouveau programme dans tous nos secteurs et dans toutes nos entités. Donc, certaines parties de la Banque mondiale offrent des prêts au pays, mais nous avons aussi des unités de recherche, d'études et tous nos secteurs qui essayent de trouver une manière d'améliorer la qualité des services de garde d'enfants. Mais comment une manière aussi, un point important aussi, c'est que les gouvernements doivent réclamer ces services et cette aide à la Banque mondiale. Et donc, nous voulons avoir les données qui soutiennent ces besoins. Et donc, nous avons besoin de bons modèles, de bons partenariats entre le public et le privé, notamment. Je pense qu'on a beaucoup entendu parler aujourd'hui de ces problèmes, mais je suis vraiment contente d'avoir été là aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup pour cette opportunité. Merci beaucoup, Amanda. Nous sommes vraiment très reconnaissants pour votre contribution. Est-ce qu'on devrait passer à Marike directement? Marike, est-ce que vous voulez y aller? Oui, et merci beaucoup, Shalini, de m'avoir invité ici pour parler avec vous tous. C'est très intéressant et je pense que je serai assez rapide quand je ferai ma présentation, mais en effet, nous en sommes à un moment clé, je pense, pour la garde d'enfants. C'est tout à fait vrai. Je rebondis sur ce qu'Amanda a dit, c'est tout à fait vrai, je suis d'accord. J'aimerais commencer par ce que l'on voyait juste avant la pandémie. La Confédération internationale des syndicats a publié différentes recherches qui ont indiqué que les investissements dans les services de garde d'enfants sont beaucoup plus efficaces que les mesures d'austérité quand il s'agit de reprise économique. En outre, les investissements dans ce genre de centres et de services peuvent créer des millions d'emplois. Et donc, c'est très important à savoir dans le contexte de la pandémie actuelle. Mais j'aimerais aussi répondre aux dernières recherches de l'OIT en 2019, notamment, qui montrent que si nous n'agissons pas maintenant, nous ne pouvons pas éviter une crise globale des soins pour les enfants, des services de garde d'enfants. Et donc, les investissements sont essentiels. Ils ont par exemple découvert que 2,1 milliards d'enfants en 2015 avaient besoin de ce genre de services, y compris 1,9 milliard d'enfants de moins de 15 ans. Et en 2013, d'ici à 2013, ce chiffre devrait atteindre 2,3 milliards. Et donc, déjà avant la pandémie, l'OIT avait montré qu'il fallait créer de nombreux emplois dans ce domaine qui devraient être créés avant 2030.
Et donc, il s'agit simplement d'une petite introduction, mais maintenant, nous sommes tous témoins du problème de la COVID-19 qui a créé une crise sanitaire et une crise économique. Cela a montré que des décennies d'austérité, de sous-investissement ont eu des conséquences sur les systèmes sanitaires et les systèmes de soins partout dans le monde. Et nous n'avons pas pu gérer l'impact immense de la pandémie et cela a affecté grandement nos sociétés. Comme les recherches, notamment de l'Organisation internationale du travail, le montrent, cet impact touche principalement les femmes et les filles qui avaient déjà la plus grande responsabilité en termes de garde d'enfants et de soins. Et les femmes ont aussi connu une perte disproportionnée de revenus, comme cela a été mentionné pendant ce webinaire, et cela est vrai partout dans le monde. Donc, l'OIT parle de perte de travail et de revenus, de millions de pertes d'emplois à travers le monde. Et en fait, les femmes perdent plus leur emploi que les hommes, pardon. Et les recherches montrent également que les mauvaises conditions de travail des travailleuses, notamment dans l'économie informelle, puisqu'on sait que 70% des travailleurs de l'informel sont des femmes, eh bien, beaucoup d'actions doivent être prises pour que l'on ait pour que l'on prenne la direction de la reprise en respectant les femmes. Et c'est pour cela que nous voulons dire qu'il est grand temps d'agir. Et cela fait partie de notre appel à action appelé un nouveau contrat social pour s'assurer que la reprise économique soit bénéfique à la fois pour les hommes et pour les femmes. Et nos réclamations incluent notamment la création de millions d'emplois décents dans le secteur des soins, notamment dans le secteur des soins à la jeunesse et aux personnes âgées. Nous voulons aussi l'amélioration des conditions de travail, ce qui est fondamental et très important pour les travailleurs et travailleuses de l'informel. Nous voulons aussi voir une formalisation des emplois informels du secteur des soins. Et nous voulons également permettre des négociations collectives. Nous réclamons aussi que les emplois non rémunérés soient pris en compte dans notre économie afin de reconnaître l'immense contribution des femmes à notre économie. Nous voulons également voir la création d'un accès inclusif à des services d'éducation et de soins de qualité, y compris des services de garde d'enfants. Et donc, cela est aussi une partie importante de ce nouveau contrat social et bien sûr un emploi décent pour tous les travailleurs du secteur de la santé et des soins. Alors, cet appel à action pour un nouveau contrat social est maintenant diffusé par de nombreux syndicats à travers le monde qui en appellent au gouvernement à augmenter leurs investissements, à agir et à soutenir la croissance de l'économie informelle aussi. Par exemple, l'année dernière, de nombreux acteurs, y compris des gouvernements, le secteur privé, différentes organisations de la société civile, se sont engagés à prendre des mesures qui permettraient d'atteindre plus rapidement l'égalité de genre. Ceux qui soutiennent cet engagement s'engagent à arriver à leur objectif d'ici à 2026, donc dans 5 ans. Et il y a différents engagements liés aux soins. Nous avons notamment l'augmentation du nombre de pays avec des mesures globales en termes de services de soins avec un pourcentage recommandé de 3 à 10% de création d'emplois.
Et donc, ça, c'est un engagement qu'ils veulent atteindre d'ici 2026 et ce n'est qu'un exemple de différents engagements pris par ce groupe d'acteurs. Et je dirais que le soutien envers cet engagement n'arrête pas d'augmenter. Il y a différentes coalitions qui contiennent différents acteurs, notamment la Confédération, mais aussi les gouvernements d'Afrique du Sud, d'Allemagne. Il y a aussi des pays de l'OCDE. Le secteur privé est représenté aussi, des organisations de la société civile. Et tous ces acteurs ont parlé de ces engagements et les ont soutenus. Le Mexique, qui vient aussi de nous rejoindre, a lancé une alliance globale des soins et nous voyons que de plus en plus d'acteurs rejoignent cette alliance également. Et cela nous permettra vraiment de construire cette économie des soins et je pense que cela est fondamental, c'est nécessaire. Nous travaillons en étroite collaboration avec d'autres confédérations internationales, avec des services publics au niveau international, avec la Fédération des travailleurs de l'informel, avec WIGO, et nous travaillons ensemble sur un agenda de l'économie des soins par rapport aux facteurs clés que je viens de mentionner. Nous voulons promouvoir la création d'emplois formels et de bonnes conditions de travail pour ce secteur. Alors, pour conclure, je dirais simplement qu'avec la crise d'aujourd'hui, je pense que c'est encore plus urgent d'agir. Et donc, nous agissons ensemble maintenant et nous préparons la prochaine journée d'action mondiale du 29 octobre qui inclura un appel à action par rapport à l'économie des soins. Et c'est une journée internationale d'action mondiale annuelle et nous attendons des interventions d'alliés et nous partagerons du matériel sur les réseaux sociaux notamment. Donc, s'il vous plaît, rejoignez-nous. J'aimerais aussi profiter de cette opportunité pour vous encourager toutes et tous à nous rejoindre le 29 octobre pour que vous puissiez tous exprimer votre solidarité et en appeler à nos gouvernements pour que cette économie devienne une réalité. Merci beaucoup. Thank you very much, Sister Marieke. Merci beaucoup, Marika, pour cette présentation des plus inspirantes. Nous allons maintenant parler à Mireille pour sa présentation. Merci beaucoup, Shalini. Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui parmi vous. Comme vous le savez beaucoup, CEWA est un syndicat national qui représente 1,8 million de travailleuses de l'informel dans 18 États différents. Nous soutenons énormément de femmes différentes en emploi informel, comme mes sœurs que vous voyez sur cette photo. Et il y a environ 50 ans, nous nous sommes rendus compte qu'il était impossible d'organiser les femmes travailleuses sans pouvoir avoir de garde d'enfants. Donc, nous avons organisé une coopérative de garde d'enfants que je vais vous montrer dans quelques instants. Comme nous sommes organisés avec nos sœurs, il est devenu très clair que nous voulions nous échapper de la pauvreté et atteindre l'indépendance financière. Et pour cela, il nous fallait avoir de la sécurité sociale, la sécurité du revenu, la sécurité alimentaire. Et dans la sécurité sociale, eh bien, il y a aussi la dimension de garde d'enfants. C'est important dans notre organisation aussi en tant que femme.
Comme cela a déjà été précisé, en 1986, nous avons créé la coopérative Sangini. Il nous a fallu 2 ans pour l'enregistrer officiellement parce que les personnes ne comprenaient pas forcément le principe de la garde d'enfants. Mais Sangini a essayé de faire avancer les choses à ce sujet-là. Malheureusement, les centres de garde d'enfants en ce moment gouvernementaux sont fermés à cause de la Covid. Sangini permet de venir en aide à différentes actrices, principalement donc des femmes actives du secteur de l'informel. Voilà donc des chiffres d'avant la pandémie. Et vous pouvez voir que le revenu des femmes a plus de doublé grâce à l'aide de la garde des enfants. Notre Sangini permet de garder les enfants pendant plus longtemps que les autres centres gouvernementaux. Nous avons fait différentes études et les plus anciennes études ont montré que les revenus des femmes avant la pandémie ont donc augmenté de plus de 50%. Il y a eu d'autres impacts importants tels que les filles allant à l'école avec leurs frères et un déclin en matière de malnutrition chez les enfants, particulièrement chez les enfants de moins de 2 ans. Et ma collègue de Sewa a aussi mentionné la dimension de solidarité au niveau local. Il y a eu beaucoup de petites organisations au niveau local entre les travailleuses informelles. Parce que la garde d'enfants, c'est quelque chose de tellement proche des familles que il y a une volonté de s'organiser au niveau local aussi. Et grâce à cette solidarité qui s'est créée au niveau local, eh bien, les centres de garde d'enfants sont devenus des centres de solidarité qui ont agi à plein d'autres niveaux, et ce même pendant la pandémie. Il est important de prendre en considération les demandes, les revendications de la campagne de garde d'enfants en Inde. Et pour mieux les comprendre, il est important aussi de connaître un petit peu le développement de cette campagne. Et je pense que le début, est-ce que vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît? Le début a eu lieu il y a environ 33 ans, avec ce rapport que j'aimerais vous montrer, je ne sais pas si vous le voyez. Il s'appelle Shram Shakti, le pouvoir travailleur des femmes. C'est un rapport d'une commission indienne et une des recommandations principales a été la garde d'enfants universelle pour soutenir le travail des femmes de l'informel, des femmes qui travaillent dans le secteur informel. Et pour ce webinaire, je suis revenue sur ces recommandations. Et c'est incroyable de voir que ces recommandations résonnent encore parmi nous toutes ici aujourd'hui. On peut voir que cela a mis du temps à se développer et que c'est toujours un travail qui est en cours. Cette commission sur les femmes travailleuses de l'informel en Inde, il y a maintenant une trentaine d'années, a permis aussi de créer le forum sur le soin des jeunes enfants. Et donc, dans les années 80-90, ce mouvement s'est un petit peu développé avec plusieurs branches en Inde. Dont un conseil qui a été créé à ce sujet-là en Inde en 2010,
qui a permis de créer plein d'autres actions, plein d'autres mesures pour venir en aide aux travailleurs pauvres de notre pays. Et cela a aussi permis de créer une mesure de garde d'enfants proposée au niveau gouvernemental et qui permettait de permettre la garde d'enfants sur la journée entière de travail des femmes actives. Il y a quelques années maintenant, nous nous sommes joints à WIPO, ce qui a permis de répondre à de nombreux besoins qui avaient émergé ces 30 dernières années, disons. C'était important à ce moment-là puisqu'il y avait une ouverture au niveau gouvernemental à ce moment-là. On dit souvent que l'Inde, en fait, c'est plein de petits pays. Que vous soyez à l'est, à l'ouest ou au centre de l'Inde, il y a différents organes de décision au niveau locaux. Et dans chaque localité, différents besoins ont émergé. Les demandes, les revendications principales qui ont émergé de notre campagne nationale pour la garde des enfants sont les suivantes. Donc, avoir une garde d'enfants de qualité qui soit un droit pour tous, avoir une jeune enfance intégrée qui soit holistique, de qualité, gratuite et qui dure toute la journée, et ce pour tous. Il y a déjà un investissement d'environ 1% du PIB pour travailler justement sur la garde d'enfants. C'est utilisé aussi pour nos campagnes. Et c'est tout de même important de dire qu'il y a effectivement un peu d'investissement qui arrive à ce sujet-là. Des soins de maternité pour toutes les femmes et développer des mécanismes participatifs et appropriés pour la mise en place, le suivi et l'évaluation de la garde d'enfants. On en a déjà parlé, mais il faut aussi mettre en place des organisations, faire confiance à des organisations locales qui sont les mieux placées pour mettre en place, pour lancer certains services de garde d'enfants. J'aimerais terminer, Shalini, en soulignant certaines étapes à venir qui, je pense, sont considérées par la campagne de garde d'enfants en Inde et qui permettront, nous l'espérons, de pouvoir étendre cette garde d'enfants universelle à travers le globe. Ces dernières années, nous avons beaucoup avancé, mais si nous, organisations pour l'enfance, ne continuons pas notre travail, eh bien cela continuera d'être un problème invisible qui n'arrivera pas aux hautes sphères de la prise de décision. Il est vraiment très important de continuer à faire des études, à partager les résultats des études sur la garde d'enfants. C'est une question dont il faut parler au grand public, qu'il faut que nous voyions dans les médias, particulièrement dans les différents États de l'Inde. Nous sommes vraiment ravis d'être en partenariat avec le CIS aujourd'hui.
Il est aussi important pour nous d'avoir d'autres alliés, d'autres organisations de la petite enfance, la Banque mondiale et plein d'autres partenaires à notre côté. Nous sommes vraiment ravis aussi d'avoir des représentants de la coopération des femmes informelles, du travail de l'informel. Et la semaine prochaine, nous aurons encore d'autres participants. Nous avons déjà obtenu de bons résultats à ce jour, mais il faut que nous fassions encore plus. En nous intéressant à d'autres États en Inde dont on n'entend pas toujours parler. Il nous faut continuer notre travail au niveau national et international. Nous avons déjà bien travaillé, il faut que nous continuions. Et ce, main dans la main avec nos partenaires. Je pense qu'il est vraiment très important que nous ayons pu avoir cet échange grâce à Ouigo, de façon à savoir ce qui se passe dans d'autres pays et apprendre des bonnes pratiques des uns et des autres. C'est important que nous puissions partager cela ensemble. Ensuite, je pense que dans le contexte indien, il serait intéressant de lier la campagne de garde d'enfants à la campagne pour le droit à l'éducation des jeunes enfants qui a lieu en ce moment. Nous avons aussi un autre programme national dont le but est de se battre contre la malnutrition, particulièrement pour les très jeunes enfants. Et je pense qu'il est très important de tout faire pour pouvoir apporter aux efforts de cette campagne nationale-là aussi. Je suis vraiment ravie d'avoir pu m'exprimer aujourd'hui. Je pense qu'il reste encore de nombreuses étapes à venir. Et je suis vraiment ravie de faire partie de cette lutte ensemble pour obtenir de la garde d'enfants de qualité. Merci beaucoup à nos 3 panélistes. Il est maintenant temps de conclure cette session. Il nous reste environ une dizaine de minutes. C'est Susan Thomas qui fera cette conclusion. Elle est coordinatrice sanitaire internationale et elle fait partie du CEWA. Susan, est-ce que vous voulez prendre la parole? Sinon, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas, on prendra le temps d'y répondre. Merci beaucoup, Shalini, merci tout le monde. C'était extrêmement enthousiasmant d'écouter toutes ces expériences très inspirantes. Amanda, j'ai quelques questions. J'ai parlé avec certaines personnes avant. J'ai une question pour vous. Comment pensez-vous que l'expérience internationale peut aider à pousser le programme, surtout au niveau de l'Inde, la campagne au niveau de l'Inde, et qu'est-ce que la Banque mondiale pourrait faire pour pousser la prise de décision au niveau de l'Inde? Merci beaucoup, Suzanne. Je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cette question, malheureusement. Je travaille très peu avec l'Inde. Nous avons une équipe qui travaille en Inde et qui serait bien mieux placée pour répondre à cette question. Mais ce que je sais, pour avoir travaillé un petit peu sur le thème de l'éducation en Inde et dans d'autres pays, c'est que nous avons les preuves nécessaires pour prouver qu'il faut que nous investissions dans la garde d'enfants. La question, c'est comment appliquer ces preuves à la politique en vigueur actuelle. Mais comment opérationnaliser toutes ces preuves dans un contexte spécifique? Comment faire pour que les mécanismes qui viennent déjà en Inde,
qui viennent déjà en aide aux familles puissent être adaptés pour être plus efficaces encore. Je pense, je suis convaincue de l'importance du développement des très jeunes enfants. Et c'est une chose qui fait partie de n'importe quel objectif auquel souhaite s'attaquer un gouvernement. Donc le but, c'est de montrer aux différents gouvernements, aux différents décideurs politiques que notre but correspond à leur but, que nous avons les mêmes objectifs. Nous avons déjà eu l'occasion d'investir dans d'autres programmes très intéressants en Inde et j'ai hâte que nous puissions aussi participer dans cette campagne. En ce qui concerne Marieke maintenant, pourriez-vous nous dire comment le CIS pourrait jouer un rôle auprès de ses affiliés indiens et comment nous pourrions rentrer en contact avec les syndicats en Inde de façon à les encourager à faire partie de cet agenda important lié à la garde d'enfants. Oui, écoutez, je suis déjà très impressionnée par le travail qui est déjà fait, qui est déjà en cours en Inde, par le CEWA, par les différents syndicats, par la présentation que nous venons d'écouter de Mireille. C'est extrêmement encourageant. Je pense que nous, le CIS pourrait travailler avec les syndicats sur place en Inde et apporter son soutien pour soutenir l'importance, comme l'a dit Mireille, d'une garde d'enfants de qualité. C'est un travail que nous faisons déjà dans différents pays avec des syndicats affiliés de la CIS. Nous avons aussi différents types de partenariats et d'alliances, pas seulement entre les syndicats, mais aussi avec d'autres mouvements, des mouvements féministes aussi. Si nous pouvons créer un mouvement plus global en matière de garde d'enfants lié au féminisme aussi, ce serait plus simple de changer l'état d'esprit des gouvernements concernant de plus grands investissements dans ce secteur. Je souhaiterais dire aussi qu'il y a un élan qui est en train de se construire concernant ce sujet-là à travers le monde. Une alliance des soins aux enfants. Il y a des investissements qui sont pris de façon à ce que nous puissions suivre nos engagements et atteindre nos objectifs d'ici à 2026. Mais nous pouvons utiliser nos partenariats, nos alliances de façon stratégique, de façon à nous assurer qu'il y ait de plus grands investissements dans de la garde d'enfants de qualité et continuer à travailler aussi sur d'autres problèmes importants tels que le travail décent chez les travailleurs de l'informel, etc. Merci beaucoup. Shailini, est-ce que j'ai le temps pour une dernière question? Si elle est très rapide, oui. Et ensuite, il faudra clôturer la session. Oui, c'est une question générale. N'importe quel intervenante de la du dernier panel pourra répondre. Les centres de garde d'enfants sont une chose dont nous parlons depuis longtemps. Comme Mireille l'a dit, le gouvernement a mené une campagne en 2016 expliquant qu'ils étaient volontaires pour avoir un plus grand rôle
dans ce secteur-là. Est-ce que nous avons des exemples de situations d'engagement similaires dans d'autres pays? Non, je ne pense pas. Where childcare services serve the bottom of the pyramid at scale with good quality only on the income that families can afford. And I think we Mais should be parce qu'il s'agit aussi d'un service qui doit être financé à la fois de façon privée et publique. But that said, other people on the call, I think, will have examples of approaches that are fairly sustainable or largely. Mais je pense que d'autres personnes dans cet appel connaissent des exemples qui sont assez durables en matière de garde d'enfants. Merci beaucoup. Nous allons clôturer ce webinaire qui était très bien organisé. Et à toutes les femmes travailleuses, peu importe d'où nous venons, nous parlons la même langue, nous avons la même voix, nous avons le même nom. Chacune d'entre nous, nous parlons de retourner au travail, nous parlons de la garde d'enfants. Nous avons souffert ces 2 dernières années. Qu'est-ce qui nous arrive maintenant? Qui va s'occuper de nous? C'est l'essence, je crois, de ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Merci à toutes les merveilleuses femmes qui sont venues aujourd'hui, avec leurs enfants parfois. Aline, Annie, Arvina, merci d'avoir partagé vos expériences. Merci de nous avoir dit ce que vous traversez. Maintenant, nous vous comprenons mieux, nous connaissons votre situation et toutes ensemble, nous faisons partie de différentes organisations, mais nous nous rassemblons parce que nous sommes réunis aujourd'hui autour de cette revendication essentielle qui est celle de la garde d'enfants de qualité pour les femmes travailleuses de l'informel. C'est un sujet très important dont nous avons parlé en profondeur aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à Ouigo et à toute l'équipe d'avoir organisé ce webinaire. J'aimerais aussi remercier les intervenantes du premier panel, Soumitra, Kanika et Monica, pour avoir mené ces études, pour avoir partagé avec nous les résultats. Nous devons créer de plus en plus de preuves, de statistiques, de données tangibles sur ce sujet-là. Nous devrions demander au gouvernement de prendre leurs responsabilités à ce sujet-là pour faire avancer ce mouvement. Merci beaucoup, Amanda. Merci beaucoup, Marieke et Mireille. Et j'aimerais finalement remercier l'équipe de la campagne nationale, Shalini, Avi et l'équipe de communication Ouigo. Beaucoup d'entre nous continuent à travailler sur ce genre de sujet en permanence et on sait que vous faites beaucoup de travail aussi à côté. Merci, merci, merci à tous. Encore une fois, bravo à toutes les femmes actives, à toutes les travailleuses informelles et à très bientôt.